Bonjour, je voudrais revenir sur l'amendement CF 821, qui est l'amendement en fait de l'impôt universel, hein, qui a été discuté en commission et qui avait été adopté le 16 octobre 2024 avant de finalement être annulé avec le paquet complet du premier volet de la loi de finances 2025. L'idée, c'est que je voudrais revenir sur deux points. Le premier point, c'est déjà, je vois une discussion sur les réseaux sociaux où il y a des gens qui disent, en particulier ce qui est un peu grave, des politiques qui visiblement ne comprennent pas les textes qui votent eux-mêmes, ou du moins, même s'ils ne sont pas pour, du moins qu'ils doivent discuter sur ces textes. Comprennent carrément pas ce qui est écrit. Je pense que c'est important d'apprendre à lire les termes. Et certains parlent d'une exit tax alors que c'est vraiment un impôt universel. C'est vraiment le type même de l'impôt universel tel qu'il est appliqué aux États-Unis. Donc ça, c'est le premier point. Il ne s'agit pas de regarder ce qui est marqué dans l'exposé sommaire, qui est un peu l'explication, mais il s'agit tout simplement de regarder ce qui éventuellement eût été mis dans le texte de loi. Et dans le texte de loi, c'est très clair, c'est les personnes de nationalité française. Hein. Les personnes de nationalité française. On ne dit pas les résidents sur le territoire français comme c'eût été normal, hein, puisque l'impôt est quand même... jusqu'à maintenant en tout cas, est quand même basé sur la géographie. Il y a des accords, etc. Mais il devrait, si c'était pas un impôt universel sur la nationalité, on devrait avoir marqué ici des personnes résidentes en France, résidentes tout simplement en termes fiscaux. C'est extrêmement... Il n'y a aucune ambiguïté sur la question, si vous voulez. Il n'y a pas d'ambiguïté, on ne peut pas se tromper. C'est les mots qui sont utilisés, nationalité française. Si on avait voulu mettre en place une exit tax, on aurait mis en place pour les personnes résidentes en France, alors entre guillemets ou entre parenthèses, résidente fiscalement en France, et ça c'est tout à fait légal, et en plus ça correspondrait beaucoup plus à la réalité. Il y a un deuxième point que je voudrais aborder qui me paraît relativement important, c'est que j'ai quand même l'impression que parmi les expatriés, on ne se rend pas trop compte à quel point cet article, en fait, il est applicable à tout le monde en pratique. Hein, parce que c'est une question de pratique, en fait. Pourquoi c'est une question de pratique? C'est marqué là. Ayant résidé au moins 3 ans en France sur les 10 années ayant précédé leur changement de résidence fiscale. Voilà. Donc, voilà, donc ce sont les Français. Donc si vous avez je sais pas moi, un Allemand par exemple, qui a résidé 10 ans en France par exemple, hein, ou au moins 3 ans en France, eh ben lui, il ne sera pas impacté. Hein. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 3 ans en France sur les 10 années, hein, 3 ans, ça peut être... ça, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, ça peut être 3 fois 12 mois. Hein, 3 fois 12 mois de résidence. On sait très bien, par exemple, que pour déterminer la résidence d'un Français, on sait que c'est s'il reste plus de 182 ou 183 jours sur le territoire français. Hein. Et ça peut être réparti à peu près n'importe comment dans l'année. Hein, ça peut être 2 mois par-ci, 3 mois par-là, etc. Donc ça veut dire en fait que euh, si on prend ça en compte, ça veut dire en gros, hein, si on prend 36 mois, hein, 3 ans ça fait 36 mois,
si on divise ça par 10, ça fait 3,6 mois, si mes calculs sont exacts. Hein. Ça fait 3,6 mois. Donc si vous voulez, vous allez revenir en vacances en France. Généralement, les expatriés qui reviennent en France, ils ne reviennent pas pour 3 semaines, hein, parce que bon, faut payer le billet d'avion, faut faire quand même pas mal de démarches, ça peut être assez compliqué. Et puis, il peut y avoir des périodes où y a des gens de la famille qui sont malades, ou des enfants qui ont besoin d'assistance, ou il peut s'être passé quelque chose qui nécessite de rester un peu plus longtemps en France, peut-être de rester 6 mois ou de rester 1 an. Et donc, à ce moment-là, vous tombez très facilement en fait dans les 10 années. Hein, très très facilement, vous tombez dans ce cas-là. Donc, quelque part, ça remet aussi la balance à zéro. Hein, ça veut dire que dès l'instant où vous êtes resté 36 mois, quelque part, voilà, vous en avez pour 10 ans. Et si pendant les 10 ans qui suivent, vous avez cumulé encore 36 mois en France, ça veut dire que quelque part, vous éloignez d'autant plus la fin des 10 ans. Donc, quelque part, c'est pas une exit tax, c'est plutôt une taxe qui vous poursuit quelque part. Hein. Parce que on parle souvent de l'Allemagne, etc. Mais en fait, eux, ils ont mis des termes de 5 ans. Donc, ça n'a rien à voir. Hein. Là, on essaye vraiment d'aboutir quelque part à un impôt permanent de fait sur les nationaux français, sur les Français. Donc ça c'est vraiment ça c'est la base du truc. Hein. On n'est pas du tout dans une exit tax. On n'est vraiment pas du tout. Je ne sais pas qui a pu avoir l'idée d'appeler ça une exit tax, mais on n'en est pas du tout là. Hein. C'est un vrai impôt universel. Alors il s'appelle limité parce que bon, voilà, je sais pas. Hein. Mais en plus, ouais, c'est ciblé, puis c'est dans le commentaire en fait. Hein. Mais si vous regardez bien, ayant précédent raison fiscale, vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50% à celle de la France, et là vous avez toute une déclinaison en fait de type de revenus. Et je pense qu'il y a énormément d'États en fait dans lesquels on se situe la France se situe là-dedans. Donc ça veut dire que ça c'est extrêmement possible. Donc tout ça, ça veut dire qu'en fait les nationaux français, les gens qui sont nés en France, ils ont potentiellement ce problème-là. Mais vous allez voir, en fait c'est plus vicieux que ça en fait. Hein. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d'un crédit d'impôt égal à l'impôt sur ces mêmes revenus qu'elles ont déjà acquittés dans leur pays de résidence. Alors, si on met cette phrase-là en relation avec cette phrase-là, hein, il faut aller lire les conventions fiscales signées par la France. Normalement, j'en ai lu 2. Hein. J'ai lu, je crois, le Luxembourg et l'Espagne. Et on trouve effectivement dans ces conventions fiscales le fait que les revenus taxés dans le pays d'expatriation, en fait, ne peuvent pas être taxés, enfin, sous réserve, hein, c'est vraiment sous réserve. Hein, je ne suis pas fiscaliste. Hein, adressez-vous à un fiscaliste parce que c'est ce que je ne suis pas. Mais moi, j'ai compris, si vous voulez, que ce qui était gagné dans le pays, par exemple, vous avez un salaire, voilà, vous avez un salaire de 5 000 € dans un pays, voilà, vous le déclarez, et a priori, donc, grâce à une convention fiscale, eh bien, vous n'êtes pas imposable en plus de ce qu'impose le pays d'expatriation par la France. Ça, c'est ce qui a marqué
dans les conventions fiscales. Généralement, vous avez je crois que c'est un article 4 ou quelque chose comme ça. Vous avez un article en fait qui dit ça texto. Seulement là, c'est un peu plus vicieux que ça en fait. C'est un peu plus vicieux. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d'un crédit d'impôt égal à l'impôt sur ces mêmes revenus qu'elles ont déjà acquittés dans leur pays de résidence. Si vous voulez, l'astuce qu'il y a là-dedans, que je vois, mais encore une fois, je ne suis pas fiscaliste, il faut que ça soit vraiment... mais je pense que, si vous voulez, on ne dit pas dans ce texte que vous allez avoir un impôt supplémentaire sur ce que vous avez gagné dans votre pays d'expatriation. Donc, vous ne tombez pas, en fait, dans ce truc-là, hein, de ce que je vous ai dit des conventions de non-double imposition. Mais à la place, en fait, vous bénéficiez d'un crédit d'impôt égal à l'impôt sur ces mêmes revenus qu'elles ont déjà acquittés dans le pays de résidence. Donc c'est un crédit d'impôt qui vient en moins quelque part sur des sommes qui sont dues à l'État. Et donc, on peut imaginer par exemple qu'il y ait des revenus. Alors ça demanderait à être vérifié de manière plus détaillée. Je ne suis pas fiscaliste encore une fois. Mais imaginons, vous avez des revenus qui ne sont pas couverts par les conventions fiscales, hein, éventuellement. Parce que quand vous regardez les conventions fiscales, en fait, on peut parler des revenus du travail, on peut parler même des revenus d'un certain type de travail. Je pense par exemple aux navigants dans les avions ou ce genre de trucs-là. Vous avez aussi des choses sur les dividendes, etc. Mais éventuellement, vous pouvez avoir des choses qui ne sont pas prévues dans les conventions de double imposition. Et à ce moment-là, ça voudrait dire que vous pourriez être imposé sur ces trucs-là, qui ne sont pas prévus dans les conventions fiscales, et que, il y aurait une déduction de l'impôt qui serait calculée selon l'impôt que vous avez déjà payé dans votre pays d'expatriation. Vous voyez un peu l'idée, c'est-à-dire que je vais essayer d'être plus clair parce que c'est vrai que c'est pas super clair. Imaginons par exemple, je vais vraiment simplifier ça un maximum, hein. Imaginons que vous gagnez 10 € de salaire, hein, et puis vous gagnez 10 € sur des revenus en fait qui sont pas prévus par les conventions fiscales. Donc à ce moment-là, vous allez devoir faire une déclaration pour l'ensemble de ces revenus. Les conventions fiscales, elles interdisent pas les déclarations, hein, déjà pour commencer. Donc ça veut dire vous pouvez être amené à faire une déclaration. C'est pas contre la convention fiscale. Ce que va empêcher la convention fiscale, c'est le paiement. C'est pas pareil. Et donc à ce moment-là, vous allez bénéficier d'un crédit d'impôt sur 10 et 10 par exemple, hein, je vous ai dit, donc 10 de salaire, 10 d'autres choses. Donc vous allez devoir déclarer 10 et 10, donc un total de 20. Vous allez avoir un crédit d'impôt, par exemple, de 10, on va dire, pour que ça soit un crédit d'impôt égal à l'impôt des revenus qui ont déjà été acquittés sur le pays de résidence. On va dire que ils ont taxé les 10. Voilà. Par contre, les 10 autres, eux, vous ne bénéficiez pas d'un crédit d'impôt là-dessus. Et à ce moment-là, vous allez devoir payer l'impôt là-dessus. Et avec en déduction, je ne sais pas, par exemple, si l'autre État vous taxe, je veux dire, 5 €, hein, on va dire, à ce moment-là, vous aurez à ce moment-là à payer 10 de revenus non prévus par la convention fiscale, moins 5 € qui représentent le crédit d'impôt, en fait. Donc au total, vous aurez à payer en gros 5. Voilà, je dois reconnaître que franchement, ça n'a aucun caractère
comment dire, de réalité. J'essaye juste de réfléchir à haute voix et d'imaginer en fait ce qui peut se passer. Parce que à un moment donné, vu que c'est dans un texte comme ça, j'imagine quelque part, bon, même si c'est mal écrit, qu'il y a des gens qui y ont réfléchi, donc il y a sans doute des choses qui est possible. Même s'ils l'ont recopié sur des choses qui existent dans des pays étrangers, peut-être que ça peut être adapté. Voilà, donc c'est peut-être quelque chose qui se passe un peu de cette façon-là. Donc ça veut dire que quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, bah, vous avez intérêt à faire attention à la fiscalité, en France pour votre cas, à la fiscalité dans le pays dans lequel vous arrivez. Vous avez intérêt aussi à étudier les conventions fiscales et puis à demander à un fiscaliste, à un spécialiste, pour voir un peu. Mais moi, je vous recommande vraiment une chose très très importante. Ne vous laissez pas endormir par tous les gens qui vous disent non, c'est pas possible. Je veux dire, j'ai vu l'extrait de la commission justement des finances qui a commencé par dire on en avait conclu que ce n'était pas possible. Je suis pas tellement d'accord avec ça. Je veux dire, clairement, vous avez encore une fois l'Érythrée, vous avez les États-Unis. L'Érythrée, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est un pays qui est extrêmement faible au niveau militaire, au niveau financier, au niveau économique, mais ils arrivent à mettre des choses en place. Donc, alors ensuite, c'est voilà, ça respecte ou pas les droits de l'homme, etc. C'est comme vous voulez, mais en tout cas, toujours est-il que quand un État veut mettre ce genre de truc en place, il y a aucun souci. Alors peut-être, si vous voulez, l'impôt ou la récolte de l'impôt risquera d'être nettement moins efficace. Hein. Ça, c'est possible. En fonction je sais pas, des rétorsions internationales. Parce que il faut bien comprendre une chose quand même. Parmi les choses qui peuvent, disons, sauver le truc, c'est que à partir du moment où un pays A, par exemple, commence à se livrer à ce genre de truc-là, à ce moment-là, il peut y avoir des rétorsions derrière. Hein, c'est-à-dire que on voit bien ce qui se passe actuellement avec la Chine et le débat qu'il y a autour du cognac et puis des véhicules électriques. Hein. Donc là, c'est un peu pareil. Il faut bien comprendre que à partir du moment où ça va être mis en place, eh bien, à ce moment-là, vous avez des pays, quelque part, ça va leur enlever du revenu. Parce que si vous voulez, s'ils sont un peu arrangeants sur la partie fiscale, c'est parce que quelque part, ils y trouvent quand même un intérêt en termes économiques, sinon ils ne feraient pas ça. Donc, à partir de ce moment-là, il y aura des rétorsions, nécessairement. Donc, il y aura, vous enlevez du pouvoir d'achat aux gens qui sont chez moi, voilà ce qu'on va faire. Mais c'est très important hein, de pas se laisser endormir, de comprendre que malgré ce qu'ils essayent tous de raconter, c'est extrêmement possible de mettre ça en place. Je veux dire, il y a rien qui interdit ça. Je veux dire, et surtout pas le fait que la France, ça soit pas les États-Unis, etc. Je dis encore une fois, il y a tout un tas de... Enfin, il n'y a pas tout un tas, il y a deux pays. Et l'Érythrée, c'est vraiment un cas emblématique. C'est un cas vraiment emblématique de pays sans gros moyens qui arrivent à implémenter ça. Donc, il ne faut pas dire que c'est pas possible. C'est juste pas vrai. Quant à qualifier ça d'exit tax, non, c'est pas vrai. C'est pas une exit tax. C'est une taxe qui est vraiment basée sur la nationalité. C'est un impôt universel tel que le voulait le NFP depuis longtemps, tel que le voulait depuis Mélenchon, etc. Les députés ou les hommes politiques qui disent qu'ils ont voté pour un texte en croyant que c'était une exit tax, etc. Il suffit de lire l'article tel qu'il est rédigé, enfin l'amendement tel qu'il est rédigé, sans tenir compte de ce qu'il y a là-dessous. Hein. Mais
l'article qui, lui, va passer dans... Parce que vous avez un exposé, c'est sympa, mais légalement, ça veut rien dire, ça. Ce qui compte, c'est juste ça. Ce qui compte, voilà, c'est absolument juste ça. Le reste, ça compte pas. Le reste, ça n'a aucun intérêt. C'est juste une présentation, voilà, une discussion. Mais ce qui est important, c'est ce qui passe dans la loi. Et ce qui passe dans la loi, bah, c'est les personnes de nationalité française. Donc c'est bien les personnalités de nationalité française qu'on veut pénaliser. C'est le fait que vous êtes de nationalité française, donc on va vous punir. Pourquoi je dis on va vous punir? Bah, si vous voulez, à partir du moment où on passe des lois qui sont évidemment inégalitaires, parce que quand vous payez des impôts dans un pays, bah, vous avez des services en retour. Vous avez l'école gratuite pour les enfants, vous avez la sécurité sociale, la retraite, le chômage, la protection, etc. Quand vous êtes expatrié, vous n'avez rien de tout ça. Vous avez absolument rien de tout ça. Vous devez payer l'école, vous devez payer la sécurité sociale, vous devez payer la retraite, vous devez tout payer. Et il n'y a personne, voilà, pour... je ne vais pas parler des institutions, mais bon, voilà, c'est pas... franchement, moi, personnellement, on me dirait demain, demain, vous votez plus, c'est terminé, vous n'avez plus de représentants à l'Assemblée nationale, mais on prendra plus de lois sur les Français de l'étranger, bah, très bien, excellent. Moi, ça m'ira très très bien, hein, franchement. C'est le passeport, ça apporte pas grand-chose, et là, en l'occurrence, c'est plutôt des problèmes, en fait. Hein. Donc, ayant résidé au moins 3 ans en France sur les 10 dernières années, donc là, encore une fois, je veux dire, ayant résidé au moins en France sur les 10 dernières années, faites bien attention. 3 ans, c'est 36 mois. Hein, c'est 36 mois. 36 mois, ça veut dire que pendant 10 ans, eh ben, il y a 3 mois et demi, en gros. Faut pas rester en France plus de 3 mois et demi. Sinon, vous retombez dans ce truc-là. Hein. C'est même très vicieux, en fait, parce que vous imaginez, sur 9 ans, par exemple, 9 ans, vous passez 3 ans moins 1 mois, et puis la 10e année, vous passez 1 mois en France, et c'est reparti pour 10 ans. Et c'est reparti pour 10 ans. Mais en plus, je veux dire, 3 ans en France, mais ça peut être 3 ans, je sais pas, en Martinique, en Guadeloupe, enfin dans les départements d'outre-mer, enfin voilà quoi, je veux dire. Donc là, c'est vraiment, non seulement on vous prend votre argent, mais en plus on vous chasse, quoi. Je veux dire, clairement. C'est le retrait d'une liberté fondamentale. Bon, bah, j'imagine bien que pour ces partis politiques, ça leur pose pas trop de problèmes. Parce que finalement, c'est un peu dans la tradition, quoi. Mais moi, je serais français de métropole, je commencerais à m'inquiéter pour voir si un beau jour, on risque pas de- d'avoir à demander une autorisation pour pouvoir sortir du territoire. Hein. Déjà l'argent pour commencer, et puis deuxièmement, moi-même, hein, parce que encore une fois, ce genre de truc-là, ça va pas inciter les gens à rester au pays. Je pense que c'est important de vraiment pas fermer les yeux là-dessus, de rester vraiment très vigilant sur la question. Je vois bien, par exemple, vous avez le parti qui s'appelle le Modem, hein, le Modem, où je crois que c'est quelqu'un du Modem d'ailleurs qui a plus ou moins voté, il me semble, ou participé à ce truc-là. On voit bien que c'est pas leurs problèmes fondamentaux. Je veux dire, s'ils avaient, si c'était des gens expatriés, français de l'étranger, voilà, c'est quelque chose qu'ils sauraient, mais ils savent pas. Ils s'en fichent d'ailleurs, probablement. Enfin, c'est vraiment leur dernière. Donc, ils sont prêts en fait à voter n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Donc voilà quoi. Ça c'est vraiment les 2 points les plus importants. C'est vraiment un impôt, le vrai impôt universel, parce que c'est basé sur la nationalité. Donc ça c'est vraiment le point fondamental. On n'est pas dans une exit tax, parce qu'une exit tax, c'est sur la résidence.
c'est sur la résidence fiscale, nécessairement, hein. Et on a un piège, on a un très très gros piège en fait, qui fait que il y a un très gros risque. Je veux dire qu'à un moment donné, je sais pas, vous rentrez en France par exemple, votre femme doit accoucher, vous restez 1 an ou 2 ans en France parce que bah, ça se passe plus ou moins bien ou je sais pas quoi. Et puis vous avez des vacances, des choses comme ça. Vous y êtes assez rapidement en 3 ans en France, hein, sur les 10 années, hein. Donc à ce moment-là, vous avez un fil à la patte comme ça pendant toute votre vie d'expatrié. Vous passez 30 ans en expatriation, bah voilà quoi. Et puis là, ce truc-là, les revenus du travail, du capital ou du patrimoine, ça c'est vraiment très très important, ou du patrimoine. Donc c'est 50% des revenus du travail ou bien ou est 50% du capital et ou est 50% du patrimoine. Donc c'est très 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 piégeux en fait là-dedans, hein. Tout est fait vraiment pour avoir un texte qui soit vraiment un très 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 gros piège, quoi. Donc c'est important. Moi je pense que cet amendement, si j'en reparle, hein, c'est pas que ça me branche beaucoup, mais c'est que j'ai quand même l'impression que cet amendement, on va le revoir. On va le revoir dans le débat politique, peut-être dans les jours qui viennent déjà pour commencer. Et puis si jamais il n'est pas passé, eh ben, on le reverra probablement dans quelques mois quand il s'agira de voter pour les élections législatives. Donc ça, c'est vraiment important. Mais je pense quand même qu'à un moment donné, les Français de métropole devraient quand même prendre conscience de que ce qui se passe aujourd'hui avec les Français de l'étranger, ça peut leur arriver demain aussi en France, hein. Parce que quand on en est à faire ce genre de truc-là, il faut quand même bien regarder à un moment donné quand même l'état d'esprit de ces gens-là quand même, hein. Euh, en assurant une meilleure équité fiscale, donc on a bien vu que c'était pas vrai, hein, cet amendement participera à résoudre le problème de moindres recettes constaté par le gouvernement lui-même. Vous voyez? Donc l'idée qui se cache derrière ça, c'est que en fait, c'est surtout parce qu'ils ont envie de combler les recettes, il n'y a rien de très positif, et puis ça améliorera le consentement à l'impôt de nos concitoyens. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire cette expression? Améliorera le consentement à l'impôt de nos concitoyens. Bon, visiblement, c'est probablement pas les expatriés. Je suis pas persuadé que ça va les enchanter. Donc ça veut dire quoi? On vous dit clairement avec ce petit morceau de phrase qu'on va taper sur les expatriés pour que les gens en France soient plus heureux de payer des impôts. C'est exactement ça que ça veut dire. C'est ça qu'il y a dans cette phrase, hein. C'est tordu à ce point-là, hein. On améliorera le consentement à l'impôt. En gros, on va taper sur Paul pour faire payer Jacques, hein. Seulement, le truc, c'est que avec ce genre de méthode, un jour, ça va se retourner contre les Français de métropole. Donc c'est pour ça, l'idée c'est... moi je comprends les gens qui veulent partir, parce qu'à un moment donné, cet état d'esprit, va se retourner nécessairement, je veux dire, quand les gens de qualité, créateurs de richesse, etc., ils commencent déjà à partir, mais ça va être massif, bah, à ce moment-là, voilà. Donc, et puis voilà, on dit, il s'agit d'une question, à chaque fois il rajoute justice sociale, équité fiscale, mais en fait surtout, et de souveraineté. Voilà, c'est l'État. L'État, il est là pour pomper. Le consentement à l'impôt, vous voyez, c'est un peu, c'est quelque part la carotte et le bâton, quoi. La carotte et le bâton.
la capacité de la France à lever l'impôt. On est dans le système, hein, c'est vraiment... C'est ce qui fait la différence entre quelqu'un de gauche et quelqu'un de droite, mais de vraie gauche et de vraie droite, hein, pitié, pas les étiquettes qui sont collées comme ça. Vous reconnaissez quelqu'un de gauche, disons un socialiste, euh, parce qu'il fait confiance au système. Hein, il fait confiance au système. Euh, D'ailleurs, dans l'histoire, les socialistes se sont toujours reconnus. Ils ont toujours fait des alliances, même s'ils ne s'entendaient pas trop, mais ils se sont toujours reconnus. Ce sont des gens du système. Les gens de droite, ce sont des gens qui pensent que, au contraire, c'est plutôt l'individu qui a la capacité à améliorer la société. Les gens de gauche pensent que c'est le système qui a la capacité à améliorer. Le problème dans ces deux systèmes, si vous voulez, c'est le monopole. Et le problème du socialisme, c'est qu'il a nécessairement le monopole. Et donc c'est le problème. Parce que dans un monopole, ça se voit dans tous les... Enfin, je veux dire, si vous avez été un tant soit peu dans des pays... c'est même pas autoritaire, mais dans des pays où l'État avait le monopole... eh bien, vous vous apercevez que finalement, il y a énormément d'injustices parce que le pouvoir, il est détenu par quelques-uns. Et puis l'homme étant ce qu'il est, le pouvoir, ils en abusent. Mais vous avez la même chose dans le capitalisme. C'est ce qui se passait aux États-Unis à un moment où il y avait des monopoles. C'est pour ça qu'ils ont créé la loi contre les monopoles. C'est justement pour lutter contre ça, parce qu'ils avaient compris ça. Donc si vous voulez, dans une idéologie de droite, eh ben, vous avez des monopoles privés. Alors que dans une idéologie de gauche, vous avez le monopole de l'État. Mais le monopole de l'État ne consiste, comme dans le privé d'ailleurs, à donner le pouvoir à quelques personnes. C'est la même chose. C'est vraiment la même chose. Sauf que dans un monopole privé, on peut le casser. On peut légiférer. Alors que un monopole d'État, vous avez, je sais pas, hein, la Corée du Nord par exemple, etc. quoi. Donc le truc, hein, c'est compatible avec le droit européen. Je pense que c'est parce ce que je vous ai expliqué. C'est-à-dire que, à mon avis, c'est parce que on a cette phrase-là, on a un crédit d'impôt, hein, et il y a des trous peut-être dans les conventions fiscales, mais ça ne veut pas dire que les conventions fiscales ne seraient pas renégociées, par exemple. Hein. Je pense que ça, c'est pas non plus impossible. Hein. Je veux dire, vous pouvez avoir des pays, je sais pas, si vous allez à Cuba peut-être, en Corée du Nord, hein, Pyongyang, ils seront très, très heureux de signer une convention fiscale avec la France ou de la réviser. Hein. C'est un coup de fil à donner aux ambassadeurs pour renégocier tout ça. Enfin, je ne sais pas si ça se négocie au niveau des ambassadeurs, mais voilà, c'est pas... Donc, il faut vraiment être vigilant sur ce sujet-là, parce que c'est tellement facile, c'est tellement facile de taper sur les expatriés, et c'est tellement facile de s'en servir comme bouc émissaire que c'est vraiment un problème. Donc je vous dis, hein, les gens qui vous disent qu'ils ont vu une exit tax, c'est pas vrai. C'est juste marqué là, en fait. Et puis la pratique de ça, c'est que vous risquez de vous retrouver, parce qu'il suffit aussi de baisser ça à 2 ans, hein. Pourquoi pas 6 mois même. Hein. Puis alors là, c'est terminé. Là, vous êtes ad vitam aeternam dans cette situation-là. Hein. Et il suffit de, voilà, diminuer, faire passer ça de 50 à 25, pareil. Et puis là, voilà, en modifiant ces trucs-là, vous avez une taxe permanente en fait sur la nationalité française. Et c'est parti. Donc c'est pour ça que c'est un texte qui est très très dangereux en fait.
C'est pour ça qu'il faut vraiment être vigilant. Euh, il faut être vigilant, il faut vraiment surveiller ce qui se passe à ce niveau-là. Si vous êtes expatrié, il faut comprendre que, ou si vous avez envie de vous expatrier, voilà, il faut comprendre que ce truc-là, c'est une épée de Damoclès qui existe, quoi.